Nous sommes jeudi 2 novembre 2023. Merci de nous rejoindre dans le scanner. Bienvenue, si c'est maintenant, vous le faites, vous êtes sur Kavi Média, le média du développement. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez sur Kavi TV, sur le canal 500. Canal 500, si vous avez Start Time chez vous, une fois encore, merci de votre fidélité. Vous pourrez nous suivre sur notre site d'information, le www.siaminfo.com, site sur lequel vous trouverez les dernières news en matière d'information. Au menu de ce jeudi, gestion axée sur les résultats, le Premier ministre, pour assurer l'implémentation durable dans l'administration publique, a dans le cadre du suivi du contrat annuel de performance des ministères annoncé de nouvelles évaluations. Elles porteront sur, entre autres, la déclinaison du COPDI, contrat annuel de performance des ministères dans les directions générales et nationales, les services centraux ou les EPA. La démarche s'inscrit aussi dans le respect du contrat de performance signé le 3 janvier 2023 entre le chef du gouvernement et les ministères. Une leçon de bonne gouvernance peut-être, mais qu'en est-il du résultat de l'évaluation précédente? Mélimolo, nous passons cette actualité au peigne fin. Et puis les négociations tripartites sont-elles dans un blocus? Si je devais directement répondre, je dirais oui, sans l'ombre d'un doute. N'a-t-on pas l'habitude de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets? L'échec des négociations tripartites plane déjà. Et le mouvement syndical appelle à une nouvelle assemblée générale, une occasion pour lui de faire le compte-rendu des négociations tripartites en cours. Le secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Sow, brandit la thèse d'un échec. Pour lui, citation, ces négociations ont échoué et elles sont bloquées. Il fustige d'ailleurs l'attitude du gouvernement qui a fait une proposition de 20% et soutenu qu'il ne bougera pas d'un iota. Des craintes, il faut en avoir. Plus loin, devons-nous nous attendre à de nouveaux mots, un nouveau mot d'ordre de grève? Un bras de fer est-il en vue? Voilà des questions que nous posons ce matin dans cette émission Le Scanner. Et puis l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow, bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire dite de l'Odigate qui lui a coûté son fauteuil de ministre. Suspendu puis limogé le 16 novembre 2022, Yaya Sow et 5 autres prévenus poursuivis pour corruption, détournement de deniers publics et complicité autour de la passation de marchés publics au ministère des Infrastructures et des Transports peuvent désormais souffler après avoir obtenu un arrêt de non-lieu dans cette affaire par le juge Mohamed Kamara de la chambre d'instruction de la CRIEF. Vous vous rappelez certes de cet audio dans lequel des marchés étaient dispatchés comme l'Afrique lors de la conférence de Berlin. Jean Jaurès disait dans son ouvrage Discours à la jeunesse, je cite, « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. » Fin de citation. La vérité a-t-elle triomphé dans cette affaire? Analyse et commentaires à suivre dans un instant. Et dans la dernière partie, puisque nous sommes jeudi, nous parlerons également d'enquête, mais avant, nous parlerons de cette affaire à la justice et parlant affaire opposant un procureur du TPI de Koya à un avocat. Vous le savez déjà, depuis le barreau de Guinée, en signe de protestation, a décidé de boycotter toutes les audiences pendant 2 semaines. Pourtant, le procureur par intérim du TPI de Koya avait présenté ses excuses et trouvé un compromis avec le dit avocat. Qu'est-ce qui explique ce revirement de situation et cette main ferme du barreau de Guinée? Yaya Diallo, notre enquêteur, dévoile tout cela aux grandes dames de ses détracteurs. Voilà pour le menu. Bienvenue sur Kavi Média, le média du développement. Une pause et derrière, on propose. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 dès 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média.
Ensemble jusqu'aux portes de 10h30. Continuez de nous suivre sur notre page officielle groupe Kavi Média si vous êtes sur Facebook et laissez vos différents commentaires. Nous, on se fera le plaisir de les relayer tout au long de cette émission L'Amazone. La seule voix féminine de cette émission. Bonjour, Djenab Diallo. Bonjour Yaya. C'est ça. Il y a trop de Yaya aujourd'hui. Yaya qui est mon frère, attention. Bonjour Yaya. Bonjour. Je ne me suis pas trompée alors. À toi de dire tout ce que tu veux. Bonjour Abdallah, bonjour Cheikh, bonjour à tous. Merci. Très bien habillé, comme chaque matin. Merci beaucoup. Yamoussa Cheikh, l'autre chroniqueur de cette émission, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à Wing Guillaume qui essaye actuellement de se justifier. Vous vous rappelez sans doute de la vidéo de l'enseignant qui défrait la chronique sur la toile d'ailleurs, l'enseignant qui danse, voilà, qui danse avec ses élèves. Le ministre est sorti de son mutisme pour dire que ce n'est pas une vidéo qui existe de 2023, mais plutôt qui remonte des années 2018 et d'ailleurs qui s'en prend à la presse pour dénoncer une sorte d'amateurisme. Mais est-ce que je regrette? Le ministre se limite seulement à la parole, il ne brandit pas des preuves, ce qui est vraiment aberrant et déplorable. Bien, et toutes mes condoléances de passage. Merci. C'est important de le rappeler dans cette émission. Yaya Diallo, l'enquêteur en chef, celui qui va défendre notre Yaya So, ou je ne sais. Bonjour Yaya. Bonjour. Je préfère te lancer ça dans la Moi, je ne défends personne. Attention. Je dis celui qui va essayer de défendre notre Yaya. Allez, on parle de ce premier sujet, Djenab Diallo. C'est une information qui, pourquoi pas, est commentée par différents confrères aujourd'hui. C'est cette nouvelle opération ou cette nouvelle évaluation des ministres lancée par le Premier ministre Bernard Goumou pendant que le résultat de la dernière évaluation reste un véritable tabou. Oui, justement, je pense que ce contrat annuel de performance au niveau du gouvernement, c'est pas une première. Ça existait déjà avec les autres. Peut-être, comme on entend dire certains membres du gouvernement, qu'il y a une différence entre cette façon de faire à l'ancienne que cette façon de faire du CNRD avec beaucoup plus de rigueur, comme ils le disent, mais je pense que c'est pas mal. C'est pas mal d'évaluer les ministres, mais plutôt, moi, je m'attendais à ce qu'on nous donne des notes individuelles de chaque ministre. Et je pense que c'est ce qui n'a pas été fait. Il y a eu un résultat global qu'on nous a donné. Là, on dit dans tel ministère ou entre tel et tel, il y a eu tel pourcentage. On s'attendait en tout cas à des résultats individuels parce que s'il faut évaluer quelqu'un, il faut l'évaluer intrinsèquement. J'aurais bien voulu que ça soit ça. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le ministre qui a atteint, puisque quand même, on se rappelle que c'était quand même une évaluation de grille sur 100 points. Ouais. Et je pense qu'il fallait nous dire s'il y a eu un ministre qui a atteint, bon, on nous a dit que personne n'a atteint les 100 points, mais qu'on nous dise, par exemple, le ministre Alpha Bakar de l'enseignement technique, voilà, ou docteur Diaka Sidibé. Voilà, a eu au moins 10 points dans les 100 ou a eu 25 points dans les 100. Mais rien n'a été dit. Je pense qu'on a besoin de transparence dans quand même cette façon d'évaluation qu'ils apportent aux Guinéens. C'est intéressant, c'est important. Ils l'ont fait avec, je pense, des experts, des gens qui s'y connaissent. C'est bien, mais qu'on nous donne des éléments qui nous permettent, nous citoyens, quelque part assis, de comprendre à quel niveau d'exécution se trouvent les projets. Ouais. Parce que c'est de cela il s'agit. C'est pour savoir est-ce que le budget qui a été donné pour chaque département, le budget est rentré en ligne de compte, quelles ont été les performances, quelles sont les perspectives pour le reste de l'argent. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Je pense que ça a été quand même un truc à mi-parcours. Nous attendons le reste pour décembre, puisque c'est ce qui avait été dit. Oui. Et je pense qu'il y aura plus de rigueur et plus de transparence au niveau même des résultats. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que même le Premier ministre doit être évalué? Même le président de la République doit être évalué à mon niveau. Bien. C'est le président, mais il ne doit pas être mis à la marge. Il doit être évalué, qu'on sache
comment travaille Doumbouya, qu'on sache comment travaille le Premier ministre. Et la seule personne qui a été exemptée de cette évaluation, c'était le ministre de la Défense. Pourquoi? Nationale. Point d'interrogation. Pourquoi? Oui, parce justement, que là, ça attire mon attention. Ça attire notre attention. Pourquoi? À tous. Parce que hier, je pense que tu le rappelais, la Grande Muette, on a aussi besoin d'avoir un œil sur la gestion des fonds alloués pour les différents projets. C'est important. Mais malheureusement, c'est la Grande Muette. Muette, comme on le dit. Parce que même nous, on a du mal à approcher ces gens-là pour avoir d'informations plus fiables qui ne sont pas inventées. Malheureusement, toutes les portes nous sont fermées. Le seul civil de ce côté, ce n'est pas facile pour lui de travailler. Je veux parler de notre confrère qui a la DIRPA aujourd'hui. C'est vraiment compliqué pour lui. Je ne veux pas le nommer, mais il sait que c'est difficile. Et il faut rappeler une chose. Il y a eu un ministère ou un ministre qui a eu 0 point. Oui, parce que le ministre n'était pas présent, selon nos enquêtes. Est-ce vrai? Est-ce faux? Non, mais est-ce qu'on peut noter quelqu'un par 0 pendant qu'il n'a même pas passé à l'examen? Merci, ça c'est très très grave. Et de ce côté, il y a des questions à se poser. Oui, à Moussa Cheikh Camara, on a quand même suivi ensemble cette actualité. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Est-ce qu'il est nécessaire d'organiser d'autres évaluations sans pour autant donner le premier résultat? Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens ont besoin de savoir quels sont les ministères qui s'illustrent mieux. C'est vrai que nous, en tant qu'analystes, en tant que journalistes, nous savons quand même les avancées significatives de certains départements ministériels. Mais aujourd'hui, pour la population, pour le citoyen lambda, est-ce qu'il est nécessaire d'abord de donner les premiers résultats avant de se projeter dans une nouvelle aventure? La question d'abord, c'est l'organisation même de cette évaluation. Sa tenue, c'est d'abord une première, genre en Guinée, depuis les régimes, en tout cas moi, selon mes souvenances, je ne sais pas s'il y a eu, avec tous les régimes que l'on a connus ici en Guinée. Si, il y en a eu, peut-être c'est pas avec ce même fanfare. C'est pas avec cette même façon de faire les choses, avec les mêmes déballages. Mais ce qu'il faut poser comme question, c'est qui évalue qui et à quelle fin? Puisque si on me dit, par exemple, un exemple donné, c'est comme si on demande à un père de famille de procéder à une évaluation de ses enfants. Et donc, s'il y a un enfant alcoolique, s'il y a un enfant drogué, et s'il y a un enfant qui est un voleur, je vais dire, il n'a pas besoin de mettre ça à la place publique, étant donné que ce sont ses enfants. Et donc, vous savez quelles sont les relations entre un père de famille et ses enfants. Et quels qu'en soient ses défauts, quel qu'en soit le défaut d'un enfant, la maman ou le papa n'a pas besoin de tenir une conférence de presse pour dire à l'opinion publique nationale et internationale, venez, voilà, je vais vous dire qui sont mes enfants, qu'est-ce qu'ils représentent. Et donc c'est l'exemple avec l'évaluation faite par le Premier ministre qui doit évaluer les membres de son gouvernement. Moi j'aurais voulu qu'on octroie cette capacité-là au Conseil national, aux conseillers nationaux de la transition, par exemple, qui ont le mandat de représenter aujourd'hui l'institution parlementaire, de représenter l'Assemblée nationale dans le futur. Et puisque ce sont ces conseillers-là qui jouent le rôle des députés en temps normal. Oui. Alors, si c'est le Premier ministre et qui a procédé à l'évaluation, il y a un problème. Et le problème, on en a connu. D'où la non-publication des résultats des premières évaluations. Souvenez-vous, c'est la 3e évaluation d'ailleurs. Ouais. On me parle de suivi, de contrat, de performance des différents ministres et des différents ministériels. Ministères, pardon, je vais dire. C'est bien beau d'entendre cela. Mais l'évaluation doit être centrée sur un résultat. On évalue pour un résultat. On évalue pour savoir qui a fait quoi, qui a géré quoi et qui a obtenu quoi en termes de résultats. En tout cas, pour amorcer un véritable développement, il faut s'auto-évaluer. Justement. D'abord, une auto-évaluation des différents ministères qui doit être faite forcément par les premiers représentants des ministères, c'est-à-dire des ministres. Ensuite, il faut inviter ces ministres-là à se présenter devant les conseillers nationaux pour dire exactement ce qui a marché à chaque 3 mois ou 6 mois. Mais si ce sont les ministres qui s'auto-évaluent entre eux,
il va y avoir de problèmes, puisqu'on ne peut pas avoir de fiabilité dans ce qui va ressortir. D'ailleurs, les caméras ne sont pas fixées sur cette évaluation. Les résultats les résultats qui sont donnés sont venus d'eux-mêmes. On a justement entendu parler que les ministres ont eu 0 comme note. Ils ont eu des notes médiocres. D'autres ont eu 5, 6. Personne n'a atteint la barre de 100. Mais en tant que citoyen, on a besoin de savoir qui a obtenu, comme l'a rappelé tout à l'heure Jenab, qui a obtenu 5, qui a obtenu 10. Mais s'il n'y a pas cela, moi je continue à douter sur cette évaluation-là. Et d'ailleurs, celui qui le fait, l'évaluateur, mais aussi, ceux qui sont évalués, s'il n'y a pas de quinquessence, de résultats concrets, il y a anguille sous roche. Bien, Yaya Diallo, par rapport à cette actualité, aujourd'hui, est-ce que le Premier ministre est l'homme approprié ou l'intellectuel approprié, le cadre approprié pour mener ces débats? Écoutez, moi je suis très peiné d'aborder ce sujet-là parce que, à mon avis, il n'y en a jamais eu d'évaluation, mais il y a eu plutôt des défilés ministériels. En réalité, ce qui me sidère dans tout cela, c'est que ceux qui sont censés évaluer ce ministre-là, parce qu'on nous apprenait que c'était certains anciens ministres de Condé qui ont échoué par ailleurs, et des comtés qui constituent ces comités d'évaluation, en sa tête le tout puissant Premier ministre Bernard Gomou. Et donc c'est là où se trouve tout le problème. On ne peut pas quand même constituer un comité d'évaluation composé de ceux qui ont échoué par ailleurs pour évaluer deux ministres pour lesquels on demande de résultats. Donc ça sous-entend tout simplement qu'on ne peut pas attendre à quelque chose de sérieux là-dedans. Mais ça m'amène à dire que, vous savez, on avait un professeur au lycée, il vient, il donne son cours en 30 minutes, vous imaginez, il a 2 heures de temps de cours. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose à proposer. Et puis le lendemain, la semaine prochaine, il dit évaluation. On évalue quoi? Mais c'est ça, c'est un peu cela, quoi, en fait, en réalité. Je pense qu'en réalité, si chaque 6 mois, il faut procéder à cela, moi, je ne suis pas contre. Il y a mille et une fois une manière de procéder à ces arts d'évaluation si on est sérieux avec soi-même. Mais c'est comme pour dire qu'on n'a pas autre chose à faire. Et c'est symptomatique à cette façon de faire de Bernard Gomou. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Donc, c'est ces arts d'opportunité, ces arts d'occasion pour illustrer un peu sa présence ou disons un peu sa puissance entre guillemets au niveau de l'équipe gouvernementale. Mais qu'est-ce qu'on évalue là? On a fait une première évaluation au cours de laquelle on nous a essayé de nous présenter quelques notes ici. À mon avis, ça n'a jamais existé. En réalité, le colonel sait très bien qui fait mieux ou qui fait bien ou qui ne le fait pas. Il sait très bien, on n'a pas besoin à un certain niveau de procéder à une telle comédie, parce que c'est de là qu'il s'agit en réalité. Vous imaginez, il y a eu ces défilés-là, et puis après ça, après que nous, presse, nous avions crié ici et là pour dire attention, vous avez évalué où sont les résultats. On nous a dit, ben, éventuellement, vous aurez les résultats. On nous a essayé de présenter quelques notes ici, mais j'ai dit, encore une fois, c'est pas sérieux. Il faut qu'ils arrêtent. Ouais. Il faut qu'ils arrêtent de jouer avec la conscience des Guinéens. Et puis, éventuellement, on continue de dire ici, il y aura des évaluations. Il y a eu des évaluations pour lesquels il n'y a pas eu de résultats, mais qui nous présentent ces résultats-là, encore une fois. Vous vous rappelez l'avant-dernier conseil de ministres l'avant-dernier conseil des ministres du vendredi. L'avant-dernière, justement. Oui. Vous savez ça a été décalé parce que tout simplement, à un certain niveau, le colonel ne voulait pas recevoir certains de ces ministres. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. C'est là où se trouve toute la dichotomie dans le fonctionnement de ce gouvernement-là. Quand on n'est pas d'accord avec un ministre, parce qu'il ne fait pas bien son travail, mais il faut le dégommer. Il faut dégommer. On n'a pas besoin de procéder à cette parade-là pour dire, ah ben, écoutez, on va faire une évaluation et c'est à l'issue de ces résultats-là qu'on va essayer de remercier ceux qui n'ont rien fait. En réalité, je ne suis pas en train de dire d'emblée qu'il n'y a pas là-dedans certains qui sont en train quand même de se battre pour qu'il y ait des résultats, un temps soit peu. Mais la majorité, je crois encore une fois, et c'est des ministrons, il faut s'en débarrasser parce que dès en décision, on est là aujourd'hui, on se demande mais à quel sens c'est voué? Quand vous prenez l'éducation, quand vous prenez la santé, et je ne vais pas citer... Quand vous prenez, il y a des progrès dans le secteur de l'éducation. Quand vous prenez des progrès, ça c'est à votre niveau. Oui, il y a des progrès. Ça c'est pas, on peut pas tout peindre en noir, il y a des progrès. Ça c'est à votre niveau. Oui. Ça c'est à votre niveau. Aujourd'hui, on a eu un acteur de l'éducation ici qui nous a expliqué clairement, et un syndicaliste clairement, que
Bano est 1000 fois mieux que celui qui est là aujourd'hui. C'est pas une comparaison que j'étais en train de faire. Mais je si parle de maintenant. Si on ne fait pas une comparaison, mais je te comprends pas. Si on ne fait pas une comparaison. Parce que tu fais une comparaison entre deux hommes. Moi, je fais une comparaison entre ce que je vois sur le terrain. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, mais tu refuses de me comprendre. Non, je parle des écoles qui ont été construites sous le CNRD. C'est des progrès. Je n'ai pas dit que tout était rose. Lesquels? Eh bien, attention, sur le domicile de Selouda Diallo, je pense que je ne vais pas te nommer. Je vais pas te nommer cette école. Il y a Madina, les écoles qui ont changé de nom. Attention. Oui, ça a été rénové. Comment c'est que j'ai dit? Attention, faut pas se fier à ces quelques réalisations qui ont été apportées. Est-ce que moi, j'ai dit que tout est rose? Quand vous franchissez le cap de l'intérieur du pays, vous comprendrez que rien n'est en train d'être fait. Mais il y a des progrès. Il y a des enfants même qui s'asseyent à sol pour suivre les cours. Est-ce que tu peux me dire ça? C'est difficile de résumer les résultats du CNRD sur l'éducation simplement. Moi, j'ai dit qu'il y a des progrès. Pour le secteur de l'éducation, on s'attend mieux. Je prie un exemple parmi tant d'autres. La dernière fois, on avait un invité ici, Yaya, excuse-moi, j'avais grignoté un peu de ton temps. Il y a un invité qui disait que si on lui donnait la possibilité, aujourd'hui, que s'il devenait président, le secteur dans lequel il allait mieux investir, c'était le secteur de l'éducation. Je pense qu'il pouvait se détourner de tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour se tourner vers le secteur de l'éducation. Donc, je suis entièrement d'accord avec Yaya. Moi, je suis d'accord, je reste sur ma position. Il y a eu des progrès. Je ne dirais pas que tout a été rose. C'est mon opinion et je comprends ton opinion. Je dis qu'il y a des progrès. Je ne dirais pas que c'est le meilleur ministre. C'est pourquoi j'ai dit que je ne me mettrai pas dans la comparaison. C'est-à-dire entre tel ministre et tel ministre. Je dis qu'il y a des progrès. Moi, parce que pour moi, l'État est une continuité. Si Bano est venu à poser des actes, Awing est en train de suivre ses actes, c'est un progrès. Il ne suit pas. Il copie. Allez. Non, mais c'est il est en train de copier. Moi, j'ai échangé avec certains. Moi, j'ai échangé avec certains cadres du ministère. La copie, c'est une suivi. J'ai échangé. Non, mais c'est pas une suivi. Non, mais oui, c'est une comparaison aussi. La comparaison aussi. On aurait dans le cadre du principe de la continuité de l'État. Je serais d'accord avec Guillaume, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait la table rase, c'est-à-dire qu'il met de côté tout ce que Bano avait entrepris comme réforme. Justement, c'est il est venu un faux savant, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Il vient avec ses statuts de savant. Il attention, il a fait quelle invention? Si, moi j'ai qu'est-ce qu'il a inventé? Qu'est-ce qu'il a inventé? Je peux te montrer qu'est-ce qu'il a inventé? Les seules réformes qu'il a pu faire au niveau du secteur de l'éducation, écoutez, c'est d'installer certaines caméras dans les latrines et puis voilà. Donc c'est jamais vu. C'est jamais vu. Tu dis réforme, donc c'est une réforme. Ça c'est des réformes, ça. Ça n'a aucun sens. Mais tu as du réforme, c'est pas ce qui vient de dire. S'il y en a. S'il y en a, et de procéder à la confiscation de certains téléphones, et puis voilà, et puis ça s'arrête à ce niveau-là. J'ai dit encore une fois, on s'attendait à mieux. Je comprends ton point de vue. On s'attendait à mieux pour quelqu'un. Je ne suis pas en train d'accentuer mon débat sur Guillaume. S'il y en a tant d'autres, j'ai un exemple. Vous savez pourquoi on prend l'exemple sur l'éducation? Parce que oui, c'est l'arme la plus fatale pour l'accès au développement. Mais aujourd'hui, c'est devenu un véritable... c'est le cadre de leurs soucis en réalité, parce qu'on sait très bien que Guillaume, à tout bout de champ, on a agité ce qu'on appelle... la poudre de perlimpinpin. Non, mais c'est pas ça, je sais pas ce que je veux dire. On a agité cette évaluation, vous l'entendrez tout de suite soulever notre problème, parce qu'il sait très bien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'inspire plus confiance au colonel et il est sur la sellette. Bien. Et comme il faut justement pas détourner le débat. Ouais, c'est vrai, c'est important de pointer du doigt un ministère ou un ministre, établir une comparaison. Mais là où je vais rejoindre Abdallah, c'est de dire que tout n'est pas aussi noir. Depuis que si on me demande des réformes, à part de la construction, c'est vrai qu'il y a eu des écoles qui ont été construites, mais l'effort a été minime, mais il y en a eu quand même. Vous avez cité l'école Barry Gawadou, ça a été une première déjà. La rénovation c'est une initiative présidentielle. Le terrain. C'est une initiative présidentielle. À travers le ministère c'est une initiative présidentielle pilotée par le ministère de l'enseignement universitaire. Et on connaît pour quelle fin? On ne va pas rentrer dans les détails. Comment il est connu de tout le monde dans les détails? Parce que je vois là un futur mauvais ministre de l'éducation qui cautionne. Aujourd'hui, ce mauvais ministre de toute façon nous a montré
qu'il est quand même capable de moraliser les examens nationaux. Évidemment. Oui, vous signalez aujourd'hui la mise en place des caméras de surveillance, mais au-delà de ça, il y en a eu beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de la moralisation des classes intermédiaires également, puisque à ce niveau également, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, on parle de la numérisation, oui, de ces classes intermédiaires. Attendons de voir. Il a des ambitions, même s'il parle beaucoup, mais on peut quand même lui porter confiance. On a vu Bano quand même à l'action. On ne peut pas établir une certaine règle, un certain principe entre les deux pour dire qui a équilibré la balance ou pas. On n'est pas là pour ça. Mais ce qu'il faut dire, je vais un peu accompagner Yaya dans son analyse pour dire exactement ce qu'on a besoin. À quoi sert de garder un ministre qui a eu un résultat médiocre. Ouais. Et depuis plus de 3 mois après, on nous revient pour dire on va encore lancer une 3e évaluation. Alors que ceux qui ont obtenu des résultats médiocres, on ne les connaît même pas et on ne sait pas ce à quoi ils sont aujourd'hui capables de nous brandir comme résultat ou de faire comme travail. Alors si on s'en rend compte qu'un ministre ne peut pas produire des faits, mieux vaut de le mettre à côté, mieux vaut de le mettre sur les bancs de touche. Et il n'est pas le seul Guinéen, le seul cadre, le seul intellectuel capable de gérer encore une fois un département ministériel. Abdallah, même vous êtes, tu es ministrable aujourd'hui. Plus que ministrable, voilà. Et tout le monde, Genab d'ailleurs. Mais pas au ministère de l'Éducation. Et tout le monde. Oui, il peut poser des jalons. Il peut poser des jalons. On ne peut pas souhaiter cela. Nous voulons confier l'avenir de ce pays à des hommes intègres. C'est son ami. À des hommes intègres, à des hommes ambitieux. Oui, si un ministre, pour terminer. Moi, je vais avec. Pour terminer, Abdallah, pour terminer, si un ministre ne peut pas produire de bons résultats d'ailleurs, il doit partir simplement. Bien, oui, Djenab Diallo, tirez à boulet rouge. J'espère qu'on aura l'occasion en tout cas de revenir sur les actions de chaque ministre ici. On saura si Guillaume est le ministre parfait pour... Il n'est pas parfait. Non, mais attends, à vous entendre, c'est comme s'il avait... Non, moi... Non, on n'est pas d'accord. Pour terminer, je dis que c'est vraiment dommageable pour le CNRD, qui est un régime de transition, de garder un ministre qui a eu 0 point pendant qu'on pouvait tout simplement, Yaya le disait, débarquer carrément du gouvernement. Et puis je vous dis que cette évaluation-là, c'est ce que je vous dis, pouvait nous permettre d'aller vers un remaniement, même si c'est un mini-remaniement ministériel. Mais rien n'a été fait. Alors, on se demande alors je connais un ministre de l'énergie, le ministre de l'énergie guinéen. Personne n'en parle, mais c'est des secteurs de développement. Bien évidemment. Oui, de l'autre côté, parce que c'est vrai, l'éducation, c'est la base du développement. Mais autour de l'éducation, il y a des secteurs aussi qui ne faillent pas échouer. Oui, mais c'est à partir de l'éducation. Mais depuis qu'il a remplacé, depuis qu'il a succédé à Abessila, le monsieur ne produit rien. C'est à partir de l'éducation qu'on forme ces gens qui vont travailler au niveau même de l'énergie, des mines. Alors là, ils n'ont qu'à nous prendre tous, on nous déverse au Nicaragua et puis revenir avec une nouvelle population. C'est tellement clair que là, je ne vais même pas m'y aventurer. Oui, rapidement, on a dépassé le temps. Pas que Guillaume, on a le ministre de la Sécurité. Non, Bachir, il fait des efforts. Qui fait beaucoup de bruit aussi. Qui lui-même est en insécurité, puisque non mais à 2 fois de suite le ministère même est dans l'insécurité totale, puisque jamais de toutes mes souvenances je ne me suis jamais rappelé qu'on puisse opérer un tel vol au sein même du ministère de la sécurité et de la protection civile. Et rien. On assiste ici et là à des attaques. L'insécurité à ciel ouvert, c'est cela la vérité. Et je crois que c'est un général qui s'y connaît. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas de ce côté-là. Quand vous prenez par exemple... Moi, je sais ce qui ne va pas. On aura la chance quand on va revenir sur les résultats individuels de chaque ministère. Il est important les vendredis de prendre le ministère parmi hier. Mais attention, il faudrait que je fasse cette proposition. Il est important de consacrer les vendredis à... Non,
chaque ministère. fasse. Au moins 30 minutes pour descendre un ministère. Bon, pas pour descendre, pour faire pour aider. Pour faire notre évaluation. C'est très important. L'évaluation dans le scanner. Parce que leur évaluation à eux, ça. On va demander au programme à la production pourquoi ne pas faire. C'est une belle idée, Djenab Diallo. Ça permettra de respirer parce que chaque fois il y a un attaque, c'est mon ami, c'est là. Écoute, moi je suis journaliste. Guillaume, il est ancien. J'étais ancien. Donc je peux être ancien aussi, comme Michel et autres. Ben pour le moment, je préfère rester dans mon carcan. Ce n'est pas mon ami. Surtout quand je ne parle pas parce que c'est mon ami. Non, mais honnêtement. On dit ex-ministre. Non, bah, moi je suis. Prenez le ministère du Commerce. Dites-moi qu'est-ce que je passe de ce côté-là. Pourtant, c'est le poste. Tu veux me parler de la ministre chouchoutée? Ouais. La ministre chouchoutée? Ouais. Elle va aller se prendre ce moment. Je veux bien qu'elle le fasse. Prenez le ministère de la Communication. Allez, on se Le seul résultat, c'est quelques remous qui ont eu lieu. Allez, on se calme. Quand on a suspendu le DG de la RTG. Attendons. Tout son résultat, c'est d'arrêter certains journalistes, les molester. Bien. Et quand vous prenez le ministère de l'enseignement supérieur, moi, je suis très d'accord avec. Oui, Alpha Bakar qui fait de gros efforts. L'enseignement supérieur, je lui dis. Non, ça c'est Djenab. Docteur Diaka Sidibé. Elle est très dynamique. Elle a une équipe. De gros efforts. Écoutez-moi, je ne suis pas sur la même longueur d'onde vous. De gros efforts. Là, je t'arrête carrément. J'ai dit que. Elle est très volontariste. Mais même chez Diaka est très volontariste. Elle a à ses côtés une équipe composée de jeunes, dynamiques, compétents. Mais dites-moi, quelles sont les réformes fondamentales qui ont été faites ici? Aucune université n'a été construite ici. Elle a toutes les compétences requises. Non mais c'est cela la vérité aujourd'hui. On n'a pas connu les nouvelles universités. On parle ici. Non mais expliquez-moi une seule réforme concrète qu'elle a pu mettre en place. Expliquez-moi des réformes. De grandes réformes. Lesquelles? Il y a beaucoup de réformes. Nous aurons la chance, puisqu'on est taxé par le temps, nous aurons la chance de détailler ministère par ministère. Je te prouverai sur ce plateau. Il ne s'agit pas de prendre à tout bout de champ ici des photos sur Facebook. Et puis voilà, et avoir quelques communicants ici pour chanter ici et là. Je vous comprends. C'est une histoire de dialogue dans ce studio. Sur cette question-là, en attendant, le ministre Idi Amin, quand même, c'est palpable, c'est concret. Jamais on avait ici une école de formation des officiers. Oui, ça existe. C'est la première fois dans notre pays. Oui. Je vais te calmer là. Oui. Je vais te calmer. 700 jeunes militaires à l'extérieur en train d'être formés. Jamais on avait ici. C'est jamais vu quand même. Les Nigériens, les Ivoiriens, les Burkinabés peuvent venir ici suivre leurs cours d'officiers. Je crois que c'est une première dans notre pays. Et il y avait aussi certaines écoles sous-régionales qu'il a essayé de construire. C'est le cas de Koya et un peu partout à travers le pays. Je crois que c'est salutaire. Demain, nous ferons le diagnostic au moins de toutes les critiques. On va passer à cet autre sujet, s'il vous plaît, parce que là, je vois que le débat va s'élargir. Négociation tripartite, pouvons-nous parler de blocus? Puisqu'il l'a dit déjà, le secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Sow, je cite, ces négociations ont échoué et elles sont bloquées. Djenab Diallo, on a suivi cette actualité. Le gouvernement qui refuse mordicus de quitter les 20%, d'aller au-delà de la proposition des 20%. Le mouvement syndical qui risque d'aller vers une grève générale, comme nous le savons, c'est la fatia du mouvement syndical. Je crois que cela était prévisible parce que dès au début, on a vu que les syndicalistes, les enseignants contractuels, quand même, ont posé leurs inquiétudes avant même la rentrée scolaire. Pendant toutes les vacances, ils étaient là à attirer l'attention du gouvernement sur leurs inquiétudes, comme je le disais tantôt. Mais malheureusement, jusqu'au moment de la rentrée, rien n'a été fait par le ministre Guillaume Aving. Justement, c'est de cela il s'agit, puisqu'on parlait tout de suite de lui. Je pense qu'un ministre dégourdi devait tout faire pour ne pas que les enfants quand même recommencent les cours sans ces enseignants contractuels, quand on sait quelle est l'importance de ces enseignants-là.
Mais pas fort que malheureusement, des anciens contractuels, on parle de tous les travailleurs. Fort malheureusement. Les 20%, c'est pour tous les travailleurs. C'est pour tous les travailleurs. Donc là, ce n'est pas seulement le ministre Guillaume qui est concerné, même toi, tu es concerné. Mais même moi, je suis concerné. Pour tout le monde. Parce que le secteur privé aussi est concerné dans ça. Mais je crois que, en dépit de tout ce qui a été fait, quand on doit faire des négociations, il faut aller avec la bonne foi. Si le gouvernement veut coûte que coûte duper les gens, comme ils ont l'habitude de faire, ils veulent toujours aller avec de belles paroles, mais dans les actions, on ne voit rien de concret. Je pense que ça ne pourra jamais aboutir. On pouvait voir cela. Si de l'autre côté, il y a des concessions, je pense que dans ce genre de situation, il faut que chacun abandonne, que chaque côté abandonne, et que le gouvernement devait être celui qui abandonne de plus, parce que quand même 20% du salaire d'un Guinéen, ça fait pas trop. Ça fait pas trop, ça fait combien? Oui, parce ça fait combien quand on calcule? Il faut enlever quelques exonérations. Je ne sais pas comment ils appellent ça dans le jargon. Et si vous devez avoir un retour, on me parle de 14 ou 12%. C'est un ami économiste qui m'expliquait un peu cette augmentation. C'est pourquoi on devrait inviter un économiste qui pourrait bien nous éclairer sur le sujet et tout. Mais je pense qu'ils peuvent bouger au moins peu que ce soit pour que cette négociation aboutisse. C'est ce que nous voulons tous. Il ne faudrait pas qu'on pousse aussi le syndicat à aller vers un débrayage, à aller vers une manifestation, à aller vers d'autres mots d'ordre de grève qui va paralyser la vie éducative, la vie socio-économique en tout cas du pays. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pour une fois, j'ai vu un syndicat qui ne veut vraiment pas passer à l'action et qui est à l'écoute du gouvernement. Il faut que le gouvernement puisse poser des actes allant dans le sens de désamorcer cette crise. Il y a Diallo, par rapport à cette crise qui pointe à l'horizon entre le mouvement syndical, le gouvernement surtout et le patronat, puisque c'est une négociation tripartite qui regroupe ces trois groupements de personnes. Je veux parler du mouvement syndical, du patronat et du gouvernement. Oui, vous savez que c'était long feuilleton de négociation, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une suite logique dont le point nodal est, disons, l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice salarial à 100%. Eh bien, le gouvernement avait pour un début proposé 10%, 15%, quel pourcent nous sommes à 20%. Eh bien, il faut dire que le syndicat n'a pas bougé de Nyota jusqu'à maintenant là. Ça aussi, c'est une évidence. C'est un syndicat qui s'apporte autour de 100%. On comprend bien parce que... Je vous arrête là. Le syndicat avait même proposé au gouvernement de bouger et de se rencontrer autour de 50-50. À partir de 50, le syndicat avait dit que les négociations sont tenables. Mais le syndicat a dit 100%. À défaut, le gouvernement à partir de 50, que les deux points se rencontrent à partir de 50 et puis on essaye de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter sur les 50% pour aller de l'avant. Jusqu'ici, comme point de départ. Comme point de départ. Jusqu'ici, je vous dis, le syndicat a montré preuve de patience et de bonne foi. Et ce qu'il faut dire, le syndicat a été renvoyé de deux côtés à mieux se pourvoir, et du côté du gouvernement et du côté du patronat. D'ailleurs, le patronat qui, depuis le début jusqu'ici, qui ne dit pas mot, qui reste silencieux sur les revendications faites en termes de la valorisation du salaire, des travailleurs du secteur privé. Là-bas, le syndicat a proposé 70% à partir de là, en ce qui concerne les travailleurs du secteur privé que nous sommes. Mais le patronat n'a pas bougé. D'ailleurs, le gouvernement, lui d'ailleurs, à partir de 10, 12, 15 et jusqu'à 20, on peut dire qu'il y a eu une évolution. Mais à partir du moment où le gouvernement lui aussi dit qu'il ne bouge pas d'un iota de 20%, pour aller au-delà, là il y a problème. Au lieu de procéder à une augmentation de 50% sur les primes de transport, puisque c'est ce qui a été fait, ce n'est pas ce que le mouvement syndical a besoin, ce n'est pas ce que les travailleurs ont besoin. On nous demande, alors s'il n'y a pas d'augmentation à partir de 100%, mais faites-nous une proposition, faites un départ, nous aussi, le mouvement syndical que nous sommes, nous faisons un départ, on se rencontre à partir de la ligne médiane, 50-50, et on essaye de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter. Mais le gouvernement dit niet, qu'il ne bouge pas de là. Et donc, c'est de la mauvaise foi, entre guillemets. Je vais mettre ça entre parenthèses parce que ça ne vient pas de moi, ça vient des syndicalistes. Alors,
oui, la question, est-ce qu'il y a blocus, est-ce qu'il y a échec? Il faut le dire, même dans les propositions, on en a dit, si le gouvernement n'essaye pas de se faire comprendre avec le mouvement syndical. D'ailleurs, il faut dire que le 7 novembre prochain, une assemblée générale est convoquée à la bourse du travail, qui va rassembler d'ailleurs tous les mandants, parce que les mandants, vous savez, c'est les travailleurs. Et le mouvement syndical ne décide rien sans écouter la base. Et d'ailleurs, on aurait pu assister à une grève générale, puisque un préavis de grève avait été annoncé. Mais vu que le mouvement syndical ne veut pas aller vite en besoin, on a dit il faut continuer à observer, il faut continuer à donner la chance aux négociations, et ce qui perdure jusqu'à maintenant. Alors d'ici là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'évolution de la part du gouvernement en tout cas. Il y a eu environ plus de 3 rencontres depuis la dernière assemblée générale des travailleurs à la bourse du travail. Après cela, il y a eu 3 à 4 rencontres, mais jusqu'ici, le gouvernement dit qu'il ne peut pas dépasser les 20%. Alors, c'est là où il y a problème. Le gouvernement est allé même sur des primes de transport. Des transports à 50%, mais ça ne suffit pas. C'était de réclamations annexes, les primes de transport, les primes de logement. Je crois qu'au niveau de logement, ils ont obtenu quelque chose. Ouais. Ce qui reste, c'est au niveau du point d'indice salarial. Et moi, je suis d'accord avec le gouvernement. Nous sommes dans une période extrêmement difficile. Il faut que cela soit compris. Encore une fois, nous avons la coordination des enseignants contractuels qui demande une intégration de plus de 13 050 enseignants contractuels au niveau de la fonction publique. Nous avons des réclamations ici et là. Nous avons quelques manifestations ici et là. À un certain niveau, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes et que ces syndicats-là acceptent à un certain niveau, puisque au niveau de ce syndicat, vous vous rappelez très bien, c'est des anciens alliés du gouvernement là. Sous Kassori Fofana, certains qui s'agitent aujourd'hui là, c'est des amis qui, à un certain niveau, ont trahi la lutte syndicale dans notre pays ici. On ne peut pas, à un certain niveau, vouloir, disons, se blanchir parce qu'il y a une occasion pour essayer de se racheter. J'ai dit encore une fois, le monsieur dont vous faites allusion ici, dans votre libellé ici, puisque c'est lui qui a disons, c'est lui qui a déclenché, disons, vous voulez nommer Abdoulaye Sow? Ces propos-là, oui, c'est un monsieur qui a tout mélangé à un certain niveau. C'est ce qui expliquerait même à un certain niveau sa séparation précipitée avec Abouakar Souma, parce que c'est quelqu'un qui était partout et nulle part. Donc si on prend je vous l'avais dit ici la semaine passée, le problème c'est que puisque nous sommes dans le cadre d'une organisation syndicale, on délègue les gens. Et au niveau de ces délégués-là, s'il n'y a pas de personnes capable à un certain niveau de savoir qu'est-ce qu'il faut négocier à un certain niveau et qu'est-ce qu'il faut accepter, ça va poser problème. Parce que c'est des gens qui sont habitués au deal. C'est-à-dire à un certain niveau, au nom de tout le monde, on réclame quelque chose, mais il y a des dessous de table, et puis voilà, et finalement, il revient pour dire, attention, on a compris la bonne foi du gouvernement, et voilà, c'est pas possible, patientons-nous, parce que, on sait très bien que sous Kassori, qu'est-ce qui se passe ici. Et j'ai dit encore une fois, peut-être il n'y a pas eu de telles propositions, je l'avais dit ici, je le réitère ici, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous brandit ici et là de manifestations. J'ai dit que c'est pas opportun, encore une fois, ils pouvaient, disons, accepter cette proposition en attendant, puisque nous sommes dans une période transitoire, on sait très bien qu'il n'y a pas d'argent. Je ne suis pas en train de, disons, de défendre qui que ce soit, c'est une réalité. Eh bien, on verra très bien dans les jours ou les mois à venir qu'est-ce que le gouvernement va proposer. Mais d'ici là, je ne suis pas d'accord avec ces agitations de quelques individus qui sont habitués au-dessus de table. Et voilà, donc c'est cela qu'il s'agit. Oui, Yamoussa Cheikh. C'est Yaya qui dit on n'a pas d'argent. Oui, ça c'est ses propos. Sinon, nous, le pays a l'argent, on est riche. Non, ça le vient. paradis. Nous sommes au paradis. C'est elle qui dit qu'il n'y a pas d'argent. Ça vient. Mais un économiste spécialiste te dira simplement que oui, le pays est vachement riche et que le travailleur guinéen mérite d'être bien payé. C'est imaginaire ça. Moi, je ne te comprends pas quand tu dis que en tout cas, les dettes intérieures d'un pays ne placent pas le pays dans le cadre des pays pauvres. Je ne le comprends pas. Si les États-Unis sont, c'est une grande puissance, mais c'est un pays très endetté. Très endetté. Surtout que je ne comprends pas s'il essaye de faire l'avocat du diable ce matin. Il essaye de prendre la partie gouvernementale pour dire que les syndicalistes sont... Je ne défends personne. Je ne défends pas ce genre-là. Je suis en train de voir. Je m'inscris dans un pragmatisme réaliste. Le mouvement syndical en pâture. Et on verra très bien ce qui va se passer. Non, mais vous jetez le mouvement syndical en pâture par le simple fait... Je sais très bien que moi-même, je suis concerné par cette lutte-là, mais patientez-vous.
non, parce que cette fois-ci, il n'y a vous pas de jetez le proposition. mouvement syndical en pâture par le simple fait que les représentants syndicaux ne sont pas dignes de confiance selon vous, entre guillemets. Et mais moi je me dis, pendant que l'État est en train d'organiser une sorte d'arnaque sur le dos de la population, parce que souvenez-vous, avec ces problèmes d'immatriculation des véhicules dans le secteur réimmatriculation de réimmatriculation dans le secteur du transport, et on sait que le montant qui va tomber là, ce sont des millions d'ailleurs qui sont décidés, des milliards de francs guinéens. Alors moi je m'inscris en faux quand j'entends dire aujourd'hui qu'on n'en a pas, qu'on n'a pas d'argent. Alors, et si aujourd'hui le travailleur guinéen demande d'être bien payé, il faut avoir la bonne foi d'accepter cela. On ne demande pas une montagne à déplacer au gouvernement. Il s'agit de travailleurs guinéens. Il s'agit de nous. Il s'agit de notre situation. Et personne ne veut travailler aujourd'hui. Regardez la situation du marché guinéen. On sait que c'est très dur. Le panier de la ménagère, il est très dur aujourd'hui, il est très cher, et le salaire d'un fonctionnaire guinéen ne suffit pas. Ce chiffre à 1 million 700 et quelques poussières. Et quelques poussières. Donc c'est insignifiant. Pour la hiérarchie, si nous devons payer le loyer aujourd'hui, non, concrètement parlant, carte sur table, Abdallah, si nous devons, il faut dire à Yaya, si nous devons payer aujourd'hui le loyer, et on sait qu'aujourd'hui, une chambre, une simple pièce, aujourd'hui, en Guinée, une chambrette, je vais dire, est facturée à partir de 500 000 francs. À la rigueur, alors, si vous êtes payé à 1 700 000 et que vous êtes confronté à payer 700 000 francs pour une chambrette, et vous savez ce que ça fait. Et si vous êtes logé dans une chambre, salon, douche interne, véranda, entre autres, vous savez combien vous payez. C'est au-delà de 1 million 200, 1 million 300, 400. Et donc, si vous avez un salaire de 1 500 000, comment vous allez vous retrouver? Notre salaire, le prix du sac de loyer. Le problème de logement, ça dénote encore une fois la déliquescence de l'État, parce qu'à un certain niveau, on a des problèmes. Là, vous allez me rejoindre. À ce qu'ils puissent cadrer tout cela de façon juridique. Vous allez comprendre. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ça, c'est notre aspect. Non, c'est pas un autre aspect. C'est pas du tout lié avec. Non, c'est lié. Si on demande une augmentation de salaire, c'est parce que la vie, elle est chère. C'est une demande inopportune. Je vais vous démontrer cela. Si les travailleurs aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas de mouvement syndical ni des syndicalistes, si les travailleurs de façon générale demandent une augmentation de salaire, c'est parce que la vie, elle est chère. On se base de la cherté de la vie pour dire que nous méritons d'être mieux payés. Ouais. Alors, on ne peut pas payer une chambre salon douche interne à 1 400 500 et que l'on soit payé à 1 700 000. On ne peut pas payer le prix, le sac du riz à 300 et quelques mille et que l'on soit payé à 1 500 000, à 1 600 000, 700 000 ou voire 2 millions. C'est insignifiant. Alors, aujourd'hui, la facture, les frais de scolarité, je vais dire, les frais de scolarité vont de mal en pire. Chaque année, il y a une augmentation, il n'y a pas un standard, rien n'est fixé. Les écoles privées fixent les frais comme elles veulent, il n'y a aucune mesure prise de ce côté-là. Et quand on demande de l'autre côté, le département en charge de l'éducation, on dira on a du mal à contrôler ces ministres. Donc tout ça, imaginons que vous avez 2 à 3 enfants et qui sont inscrits dans les écoles privées. Puisque on sait. Faites moins d'enfants. Voilà. Non, mais ça fait moins d'enfants. Non, mais quand même, vous pouvez avoir 3 enfants. Et si vous êtes confronté. Non, ce n'est pas la même réalité. Non, mais quand faites même. Comme la Chine. Oui, on n'a pas la même culture avec la Chine, quand même, Abdallah. Alors, si vous êtes confronté à toutes ces réalités. Non, mais vous ne pouvez pas imposer. Beaucoup d'enfants au monde, 15, 10, 20 comme ça. L'Afrique n'a jamais imposé. Ça s'appelle crime contre l'humanité. Parce que vous déversez des criminels dans la société. C'est ce que je veux vous dire. Voilà. C'est que je veux vous dire, si vous êtes confronté à toutes ces réalités, vous allez comprendre pourquoi une augmentation de salaire est nécessaire. Surtout la valorisation, l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice. Tout part de là. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas soutenir la thèse pour dire que la thèse de dire qu'on n'a pas d'argent. Ouais. On est immensement riche pour mériter un salaire de meilleur. Je vais rapidement finir avec ça. Je crois que le gouvernement doit reconsidérer
cette demande de 20%. Parce que c'est important. Quand j'entends Yaya dire qu'on n'a pas d'argent, je me demande, pour moi, j'ai le porte-parole du gouvernement qui est en face de moi. On n'a pas d'argent. Et tu as vu tous ces... Oui, bien sûr, ce matin, j'ai l'impression d'avoir Ousmane en face de moi. Mais tu risques d'avoir une plainte ici. Ça me prépare. Moi, je pense qu'on a suffisamment d'argent parce que c'est ce qu'on nous montre. Le CNRD est venu, s'est projeté dans des projets qu'ils ne peuvent même pas réaliser à 20%. Je pense que si aujourd'hui les travailleurs se permettent de demander 20% à une transition, c'est parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire face... 100%, pardon. Et que, voilà, ils ont accepté quand même jusqu'à 90%. Je me dis qu'ils ont bougé. 90%. Lorsque les autres sont venus à 15%, ils ont accepté les 90%. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de dépenser de l'argent dans des futilités. Et qui ne devaient pas... les ateliers... Des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. On a vu tout le gouvernement se déporter à l'intérieur du pays. On sait combien ça nous a coûté. Pour aller accompagner la première dame. Pour aller accompagner à un moment la première dame, à un moment pour... se familiariser un peu à nos routes, savoir à quel niveau il y a eu dégradation avancée. On a vu tous ces arguments ici. Récemment, on a vu ce voyage du président de la République au niveau de la tribune de la transition, pardon. Oui, le chef de la transition. C'est une confusion juridique, ça. Il jouit de tous les pouvoirs d'un pouvoir et d'un président élu. Je ne vois pas pourquoi on essaie de créer la confusion là. Nous, quand même. Il n'est pas élu. Le pouvoir décrétaire, c'est pour lui. Il nomme qui il veut, il dégomme qui il veut. Ça s'appelle président de la République, ça. Même si il fait tout ça, on reste sur quand même la vraie appellation. Et on a vu ce voyage-là du côté des États-Unis qui nous a coûté combien jusqu'à présent, on ne peut pas le dire. On a vu récemment l'organisation, la semaine de l'indépendance, combien cela nous a coûté, on ne nous a pas dit. Pendant que, en ce moment où on faisait tout cela, il y avait les enseignants qui réclamaient leurs primes et arriérés de salaire. Rien n'a été fait. Donc on ne peut pas nous vendre de tels, je ne sais, arguments en nous disant qu'il n'y a pas de moyens, qu'ils créent les moyens se créent et que vraiment qu'ils bougent de là où ils sont parce qu'ils savent que 20% du salaire d'un Guinéen, ce n'est rien. C'est pourquoi quand on parle du panier de la ménagère, 20% d'augmentation. D'augmentation, oui. C'est signifiant. Oui, du salaire. D'augmentation du salaire d'un Guinéen. Merci beaucoup, Yaya. C'est pourquoi je ne cesserai de dire que le panier de la ménagère souffre. Bien. Mais panier de la ménagère, attention, c'est pas aller au marché demander le piment qui est le panier de la ménagère. C'est pas l'huile, c'est pas le riz. C'est tout ce qui rentre dans la vie d'un humain. Logement, déplacement, soins sanitaires, éducation, tout ce que vous savez. C'est pourquoi ils doivent faire face à cette demande. Et ça, c'est pour tout le monde. Et ceux qui sont ministres aujourd'hui, ils ont des sœurs, des frères, des tantes, des cousins qui travaillent quelque part. Je pense qu'être ministre, si tout revient sur tes charges, c'est pourquoi ils sont amenés à voler. Parce que quand on devient ministre, c'est comme si on devait faire face aux problèmes de tout un village. Bien, ce qui est déjà compris, une transition. Derrière, on se retrouve, on parle de ce blanchiment. Blanchiment, moi je l'appelle comme ça. Aujourd'hui, Yaya Sow, l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports, peut souffler. Il a bénéficié d'un non-lieu de la CRIEF. Vous vous rappelez de ce audio guide. On en parle derrière cette courte transition. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kaby Média. Merci de nous suivre sur nos différents canaux de communication. Vous l'avez déjà compris, vous nous regardez sur Facebook, vous êtes forcément sur le groupe Kaby Média. Vous nous suivez chez vous à la télé, vous êtes sur Kaby TV, sur le canal 500 du bouquet Star Time, ou vous êtes sur siaminfo.com, notre site d'information de prédilection. Merci de préférer cette émission. Je vous l'annonçais tantôt, l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow, bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire dite de l'audio-gate qui
lui a coûté son fauteuil de ministre, suspendu puis limogé le 16 novembre 2022. Yaya Sow et 5 autres prévenus poursuivis pour corruption, détournement de deniers publics et complicité autour de la passation de marché au ministère des Infrastructures et des Transports peuvent désormais souffler après avoir obtenu un arrêt de non-lieu dans cette affaire un arrêt accordé par le juge Mohamed Kamara de la chambre d'instruction de la CRIEF. Vous vous rappelez certes de cet audio dans lequel des marchés étaient dispatchés comme l'Afrique lors de la conférence de Berlin, je vous rappelle tout à l'heure. Et on en parle tout dans cette émission avec les différents débatteurs. La vérité a-t-elle triomphé dans cette affaire? Yaya Diallo contre Yaya Sow. Non, pas du tout. Allez, c'était une boutade. Oui, Yaya, par rapport à ce non-lieu. C'est une coïncidence. Il est chaud, je suis Diallo. Ouais. Donc, par rapport à cette coïncidence... Il n'y a pas un possible parallélisme là. Il y a pas un... Je le sais, t'inquiète pas. Hein. On parle de cette affaire qui... C'est un long feuilleton judiciaire qui prend fin parce que on a eu quand même à échanger avec des cadres du ministère des Infrastructures et des Transports. Tu te rappelles déjà, c'était quand même lamentable de voir cette réalité de ce côté parce qu'il y a une source qui nous apprenait que le ministre a été simplement piégé par des proches qui n'aimaient pas sa tête. Mais sinon, il était sur la bonne voie et avait mené de grandes réformes de ce côté, des réformes que suivent même l'actuel ministre Gando. Oui, en réalité, c'est cela. Yaya Sow qui a été relevé de ses fonctions le 16 novembre, si je ne me trompe pas, 2022, oui. Par cette suite que vous venez d'expliquer ici, parce que tout simplement, à mon avis, il a été naïf. C'est la naïveté qui a pris le dessus. Sinon, un ministre aussi, ça s'appelle intelligent. Il pouvait savoir lire entre les lignes, puisque et savoir s'entourer. Ce qui est important à un certain niveau, si vous voulez déjouer un certain nombre de pièges, il va falloir que vous ayez ce qu'on appelle l'intelligence humaine qu'il faut. Ça n'a pas été le cas. Vous savez très bien que les cadres avec lesquels nous avons échangé nous ont expliqué pertinemment. Ça a été un véritable piège qui lui a été tendu. Malheureusement, il est tombé là-dedans. Et les mêmes initiateurs de ce piège-là étaient en connivence avec certains journalistes. Parce que c'est un véritable coup qu'on a essayé de... Ils ont même voulu faire chanter le ministre. Oui, effectivement. On a cité même des noms de nos confrères. De nos confrères qui ont voulu faire un chantage. Et finalement, ça n'a pas marché. Je crois que c'est suite à cela que nous avons vu cet audio-là. On nous parlait de 30 000 euros, hein, 30 000 euros ou 30 000 $, pour étouffer l'affaire. Certains confrères journalistes, on le dit avec des preuves concrètes. Hein. Ouais. J'insiste là-dessus, ça j'insiste. Ils ont demandé jusqu'à près de 30 000 $ au monsieur. Et puisqu'il n'a pas payé, bonjour les dégâts. Et c'est de là qu'il s'agit. Ils étaient tous là-bas, dans son bureau, à plusieurs reprises. Ils cherchaient. Parce que ce qui a irrité, selon notre informateur, ce qui a irrité leur colère, malsaine, il faut le dire, parce qu'elle n'est pas saine, c'est parce que tout simplement, le ministre lui-même n'avait pas voulu les rencontrer. Parce que pour lui, c'était insensé. Et sans pour autant oublier, derrière, il y avait certains cas très proches de lui qui étaient en connivence avec ces journalistes-là. Je parlais, parce que pour moi, c'est des mercenaires de la plume qui, à mon avis, ont mis l'argent en avant. Et voilà, je crois que c'est au nom de l'argent qu'ils font tout dans leur métier. Je crois que c'est assez grave. Donc, c'est suite à cela que ce qui est arrivé. Finalement, démis de ses fonctions, il a été poursuivi par la CRIEF. Si aujourd'hui, on nous dit que, puisque déjà, beaucoup qui connaissaient le ministre nous disaient que c'était quelqu'un qui... C'était un cadre intègre. Qui ne pouvait pas quand même s'impliquer à des affaires aussi scabreuses comme cette affaire au niveau du ministère là. Et par finalement, notre même informateur qui est un cadre aussi, très influent au niveau du ministère, nous a dit du point de vue compétence, il n'a rien à envier avec celui qui est là. Donc, d'ailleurs même... Notre informateur qui est un cadre là-bas, peut-être plusieurs travaux qui devraient passer dans les mains du ministre passent dans ses mains. C'est pour autant dire que c'est quelqu'un qui était assez compétent, qui était sur la bonne voie, parce qu'il savait où trouver les moyens. Et du point de vue initiative et des réformes, je vois qu'il était en avant par rapport même à celui qui est là. C'est pourquoi, quelquefois, il faut faire les comparaisons, même si vous n'avez pas voulu le faire ici dans ce studio. J'aime pas les comparaisons. Mais à ce niveau-là, je crois que ce cadre-là nous a fait cette comparaison pour dire, Yaya Sow était 1000 fois mieux que celui qui est là aujourd'hui. Qu'il soit blanchi aujourd'hui par la CRIEF, je crois que c'est important pour lui, à lui de savoir maintenant quel chemin faut-il emprunter.
Oui, ça c'est évident et il faut toujours le rappeler. Hein. Je faisais quand même, je citais quelques mots ou quelques phrases alignées par Jean Jaurès qui disait tantôt, je cite, le courage c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Est-ce que c'est ce qui est arrivé finalement à Yaya Sow, qui était là entre ses ennemis? On l'applaudissait et on le huait fanatiquement. Oui, Yaya Diallo l'a dit tout de suite. Ce qui est arrivé à Yaya Sow, c'est vraiment, je pense que c'est à l'image même de la Guinée. Et c'est difficile quand on est intègre, quand on n'est pas un homme corrompu, quand on ne veut pas intégrer le système, c'est difficile de travailler en Guinée. C'est pourquoi vous voyez des cadres, on vous dit tel, il a la capacité de diriger tel département, il a tout ce qu'il faut en termes relationnels et tout, mais la personne vient et elle peine vraiment à travailler parce que si tu ne veux pas intégrer le système, on t'abat par tous les moyens. C'est un sujet qu'on avait carrément oublié, qui refait surface et on apprend que Yaya Sow a été libéré. Je pense qu'au départ, lorsque cette affaire est arrivée, on l'a entendu. Il a donné des arguments qui étaient vraiment plausibles, qu'il était dans un complot et qu'il ne savait rien de cet audio, qu'il ne savait rien de ce qui a été dit dans cet audio, parce que quelque part, on entendait là où quelqu'un disait expressement, le ministre a demandé tel, le ministre a fait ceci, le ministre a fait cela. Et je pense que ce sont ces charges-là qui ont pesé contre Yaya Sow et ses collègues, certains qui ont même quitté le pays à travers ça, qui n'ont pas voulu faire face à la justice. Et lui, il a été quand même quelqu'un de très courageux. Il a fait face à la justice. Il a donné des arguments qui étaient des arguments plausibles qu'on pouvait comprendre. Je pense qu'il n'a jamais voulu une telle chose, se faire des marchés de façon illégale, il l'a dit. Et aujourd'hui, je pense que la justice l'a compris. Ils l'ont quand même libéré. Mais ce qui est dommage dans tout cela, c'est du fait qu'on n'a pas su exploiter cet homme-là. On n'a pas su le garder pour ce poste pour qui il allait apporter beaucoup de changements. C'est justement cela aussi. Je pense que quand on vient aux affaires, il ne s'agit pas de nommer quelqu'un à la tête qui est un homme bien, un homme intègre. Il s'agit de lui faire entourer par des personnes qui ont cette même mentalité que lui, de changer les choses. C'est un problème Sinon, guinéen. Ça devient un véritable problème. Non, tu l'as dit déjà. Le problème, il est guinéen. Dans tous les services, dans toutes les entreprises où je suis passée et par certains témoignages des amis et autres, quand tu viens, tu as la capacité d'apporter quelque chose, de changer les choses. On passe par tous les moyens de tuer les talents, de te bloquer, de former des clans autour de toi. À néant. Je pense que c'est ce que le ministre a eu tout simplement et qu'il y a d'autres aussi qui sont dans la même situation. C'est le cas de Bachir Diallo qui était venu vraiment avec vraiment... On lui a cassé les pieds. Mais c'est fini, le ministre là, c'est fini. Honnêtement, lui. on lui a cassé les pieds. Oui, Voilà. Yamoussa Cheikh, rapidement par rapport à ce non-lieu, je sais qu'Assiam Info, c'est une information qui a été décryptée, analysée. Et j'ai vu même cette belle plume de ce côté. Félicitations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Yaya Diallo peut coucher dans ses lauriers? Yaya Sow. Yaya Sow. Bon, merci. Ah oui, Yaya Sow, Yaya Sow peut se coucher Yaya dans Sow, ses lauriers. il peut se frotter les mains. C'est une évidence. Mais moi, je vais vous décevoir. Ah bon? Ouais, je vais vous décevoir. Pas le cas Yaya, mais avec la CRIEF qui s'occupe de cette affaire. Ouais. Parce que les enquêtes n'ont pas été mûries. Et c'est pourquoi l'homme a perdu son poste ministériel. Et après 1 an, et on voit que oui, c'est un non-événement. On doit le renvoyer pour délit non constitué, ou il a été envoyé en non-lieu. Et donc, moi, je me dis, la CRIEF, on n'est pas contre sa mise en place, Abdallah. On n'est pas contre sa mise en place. Mais s'il s'agit de s'autosaisir dans ces situations pareilles, il faut être capable de rassembler toutes les preuves. Et il faut mûrir les enquêtes, surtout quand il s'agit d'un haut cadre
comme Yaya Diallo. Parce qu'avec tout Yaya So. Aujourd'hui, on pique Yaya. Non, je suis un haut cadre. Quand il s'agit de la CRIEF, là. Allez, vas-y. Voilà. Et d'accord. Là, dans ce cas, l'homme a été victime de l'injustice. Oui. Et voilà, on veut faire réparation. Mais je me dis peut-être que c'est trop tard, puisqu'il a été dégommé et il y a quelqu'un déjà qui occupe le poste. Et si on savait tout ce qu'il pouvait apporter dans ce ministère-là, ou dans ce secteur, on n'aurait pas assisté à cette histoire. Et si vraiment les enquêtes ont été mûries et bien menées, on allait lui accorder le bénéfice de doute en attendant de continuer, puisqu'il pouvait être tremballé devant la justice, mais tout en gardant son poste en attendant d'éclairer la lanterne, d'éclairer la situation. Mais ce qui n'a pas été fait. Mais l'autre point à souligner, parce que jusqu'ici, depuis le verdict qui a été donné par la chambre d'instruction de la CRIEF, on n'a pas encore entendu le procureur Ali Touré interjeter appel, sortir c'est griffe. C'est griffe comme d'habitude. Et puisque ce n'est pas seulement Yaya So qui a bénéficié le même non-lieu, il y a aussi le patron de Goma qui a bénéficié Bill Gates. Vous vous souvenez, la chambre de l'instruction a accordé le non-lieu à ce monsieur, et même la chambre de contrôle de l'instruction a confirmé mais le tout-puissant est revenu. Le même arrêt. Mais le tout-puissant est revenu pour interjeter appel. Alors la question que l'on se pose, est-ce que lorsqu'il s'agit des anciens cadres de l'ancien régime, il faut vaille que vaille empêcher que la procédure puisse connaître son épilogue, ou il faut essayer de tordre au cou à la loi, ou d'enfreindre l'évolution, de freiner l'évolution de la justice. Et puisque Yaya So appartenait à ce gouvernement CNRD, et si vous regardez les charges, quelque part, il y a corruption, il y a détournement des deniers publics. C'est vraisemblablement tous ces gens sont suivis pour les mêmes charges d'ailleurs, puisque partout il y a corruption, il y a détournement de deniers publics, il y a enrichissement illicite, faux usage de faux en écriture publique, comme le cas de Bill Gates également. Mais Ali Touré... Non, mais lui, c'était tentative. Hein? Oui, mais bon, il parle des charges... Non, je parle de façon générale, puisqu'il y a forcément des panoplies de charges, une brochette de charges contre toutes ces personnes poursuivies. Ces anciens dignitaires. Ces anciens dignitaires, ces cadres poursuivis par la CRIEF. Oui. Alors, si pour le cas Yaya So, on s'en rend compte que oui, ça a été un non-événement, donc l'homme a été piégé. Et finalement, il faut dire la vérité, il faut oser la dire. Donc, il faut oser dire la même vérité dans le cas des Kassori Fofana, des Amadou Damaro, mais aussi des cabinets Silla Bill Gates. Bien, nous ouvrons à présent le volet enquête de cette émission. Vous savez, nous sommes jeudi et Yaya Diallo, dans un instant, nous introduit dans la phase cachée de l'iceberg concernant l'incident entre le procureur par intérim de Koya et un avocat. Pourquoi le Conseil de l'Ordre des avocats a-t-il pris son courage à deux mains pour se lancer dans ce débrayage de 2 semaines? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas, Yaya Diallo? Qu'est-ce qui ne se dit pas de ce côté? Que devons-nous savoir? Écoutez, avant tout d'abord, je dois planter le décor, pas pour nous qui sommes là, parce qu'on avait déjà débattu sur le sujet, je crois que les Yamsa aussi en ont décrypté, mais pour nos auditeurs, de comprendre mieux ce qui s'est passé réellement au niveau de cette affaire qui oppose Maître Alseni Camara et l'avocat Maître Silla. Ce qu'il faut dire, c'est que le Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée, en assemblée générale extraordinaire de ce vendredi passé, bien entendu, le 27 octobre 2023, suite à l'incident qui s'est passé entre l'avocat et le procureur lors d'une audience, il faut le dire, qui opposait
une famille dans laquelle, disons, il y avait une dame qui avait condamné à 5 ans de prison ferme assortie de sursis. Qui avait été condamné, la dame? La dame, dont Maître Silla était son conseiller. Je crois que c'est qui a irrité sa colère. Il a utilisé quelques mots, disons, maladroits à l'endroit du procureur, ce qui irrita la colère du procureur et ce qui va amener au procureur de commettre cet impair-là. Puisque ce qu'il faut dire, c'est que ces coups de poing assénés contre cet avocat-là, c'est ce qui a déclenché cette colère du Conseil de l'ordre des avocats. Alors, au cours de l'Assemblée générale, qu'est-ce qui a été décidé? Premièrement, il a été décidé de suspendre la participation des avocats de toutes les audiences sur toute l'étendue du territoire national pendant 2 semaines, donc à compter de ce vendredi jusqu'au 11 novembre. Alors, deuxièmement, il s'agissait de mettre en place, disons, un pool d'avocats pour défendre, constitué, qui sera chargé d'exercer ce qu'on appelle les recours judiciaires. Donc, il appartiendra aussi à ces pools d'initier, disons, à son choix, une procédure pénale ou judiciaire contre le magistrat qui sera engagé dans les jours à venir avec précision. Donc, avait rappelé Maître Gabriel Kamano. Mais dans cette affaire, Abdallah, puisque déjà, vous et nous, on avait discuté autour de ça, je crois que chacun a condamné l'acte que le procureur avait posé. Et, malgré que vous savez, j'étais tellement assidu parce que je vous avais dit ici, c'est vrai qu'il a commis l'irréparable parce que c'est lui qui a asséné des coups et puis finalement un saignement en a suivi. Et je crois que ce qui expliquerait éventuellement tout ce qui s'est, disons, tout ce qui s'est passé réellement bien avant qu'on en arrive là. Puisque déjà, il y avait des injures que le procureur, que l'avocat avait, disons, adressé au procureur, quelquefois même des propos diffamatoires. Et là, j'estime encore une fois, c'est ce qui expliquerait, disons, cette position du barreau ou voire le conseil des ordres des avocats. Mais en dépit de tout cela, parce que moi, lorsqu'on débattait ici, je n'étais pas au courant sur le fait que le procureur avait pris le courage sur lui de présenter des excuses publiques. Ce qui fut fait. Parce qu'on l'avait demandé éventuellement certains de ses amis de présenter ces excuses, ce qui pouvait par ailleurs atténuer un peu la crise et disons la position du Conseil des ordres des avocats. Ce qui fut fait. Mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, pourquoi en dépit de ces excuses publiques présentées, qu'il faut rappeler, a été accepté par le Conseil des ordres des avocats. L'avocat ou le Conseil par le Conseil de l'ordre des avocats, mais qui a été refusé par le barreau de Guinée. C'est là où il y a ce qu'on appelle le revirement. Et alors, qu'est-ce qui explique ce revirement de 360 degrés, 390 degrés. Et c'est parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle un règlement de compte flagrant, un combat, si vous voulez, une confrontation par procuration. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de ce barreau-là les gens qui n'ont pas digéré à un certain niveau. Vous savez, il y a des magistrats, il y a toutes sortes d'hommes droits qui s'y retrouvent là-bas. Mais vous vous rappelez très bien que c'est ce débrayage qui a été enclenché ici par l'AMG, l'Association des magistrats de Guinée, qui a été suivi par endroits par certains magistrats, mais par endroits, certains qui étaient censés ou qui étaient considérés comme étant proches du ministre de la Justice, à l'occurrence Charles Wright, n'ont pas daigné, disons, respecter ces mots d'ordre-là. Et c'est le cas de ce procureur du côté de M. Alseini Camara, Almami Camara, du côté de Koya, qui est considéré comme étant très proche du ministre Charles Wright. Donc, lui, il était considéré comme étant quelqu'un qui était pro-Charles. Oui, donc, parce que lui, il travaillait. Il travaillait. Je me rappelle, évidemment, j'ai lu un article. Il travaillait. Il travaillait, malgré le débrayage. Et c'est quelqu'un qui est considéré comme étant aussi, parce que là où se trouve tout ce malheur, si vous voulez, c'est un factotum de toutes ces affaires de vente illicite de domaines au niveau de Koya. C'est quelqu'un qui ne tolère pas ces choses-là. Et je crois que cette affaire est tombée dans cette circonstance-là. Et c'est ce qui expliquerait même tous ces gens nuits aujourd'hui dont il fait l'objet. Alors, on nous dit qu'il y a certains magistrats ici, puisqu'il s'agit d'un petit de Charles,
Donc, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il faut prendre sa carte de revanche. Effectivement, et déclencher disons, une procédure judiciaire ou pénale contre lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on se souvient bien, puisque je disais tantôt ici, Charles Wright, puisque lui-même, quand il avait appris cela, pour un début, il avait dit qu'il n'était pas au courant, parce qu'il cherchait à savoir éventuellement qu'est-ce qui se passait. On nous apprenait que Charles lui-même avait conseillé à son petit de présenter des excuses à son supposé petit. À son supposé petit. Je reste formel. Oui, tout à fait. À son supposé petit, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Dans l'administration guinéenne, il y a cette réalité-là. C'est une question de clan qui se pose, on sait même de l'appareil judiciaire. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Là-dedans, il y a certains, à un certain niveau, si vous voulez, qui n'ont pas opté pour une telle position, qui ont dit à un certain niveau, puisqu'il a présenté ses excuses, tant mieux, il faut qu'on l'accepte et qu'on essaie encore une fois de rabibocher les positions pour qu'enfin nous sortions dans cette situation. Mais non, il y a eu une majorité là-dedans, je vais parler de certains magistrats qui ont dit non, c'est quelqu'un qui n'est pas de nous. Donc il va falloir qu'on se revanche contre lui. Et puis il n'est pas dans notre esprit. Il n'est pas dans notre esprit comme on le dit. Donc c'est ce qui explique en réalité ces mots d'ordre de grève-là, parce qu'on essaie de nous comprendre que c'est parce que le monsieur a asséné de coups contre un avocat, ce qui ne devrait pas. C'est vrai que c'est condamnable, personne ne justifie cet impair que ce magistrat a commis, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a un combat par procuration contre le ministre Charles Wright et que certains magistrats sont en train de procéder pour essayer encore une fois de se venger contre Charles de façon indirecte. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Mais la question qu'on se pose encore une fois, c'est qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant là, au niveau de l'appareil judiciaire de notre pays, il y a ces clanismes là qui continuent de façon, disons honteuse. Parce qu'on ne peut pas comprendre que puisque des factions ou des camps sont opposés, il va falloir priver les citoyens de passer devant les cours et tribunaux pour essayer encore une fois d'épuiser leur situation judiciaire ou pénale. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que, en dépit de toutes les démarches, puisqu'il y a eu certains hommes de droit indépendants qui ont essayé encore une fois de régler cette affaire-là, mais en dépit de tout cela, rien n'a été fait et c'est ce qui explique encore une fois cette situation qui continue à créer des problèmes au niveau de l'appareil judiciaire. Et il faut dire, cet appareil judiciaire-là aujourd'hui souffre d'une pathologie dont il faut absolument essayer de soigner, et ce maintenant. Puisque de l'autre côté, le procureur par intérim n'a jusque-là pas été ni suspendu, ni sanctionné. Hein? Là, il faut le dire clairement, parce que quand vous parlez de ce rapprochement avec Charles Wright, merci de passage pour cette enquête, pour cette ouverture et ces détails, puisque c'est important pour et les auditeurs et les téléspectateurs, également pour nous, journalistes, de comprendre un peu les dessous de cette affaire. Oui, on a écouté Yamoussa Cheikh, puisque je le rappelais tout à l'heure, le procureur n'a été ni suspendu, ni sanctionné. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Et je comprends le pourquoi. Le pourquoi, on a compris grâce avec ce déballage de Yaya, un supposé petit. Ouais. Parce que puisque vous voulez qu'on vienne supposer, on est un très proche. Un proche, je préfère. Un très proche de Charles, c'est pourquoi il n'a pas été suspendu. Bon, il fallait quand même prendre des dispositions ou des décisions drastiques contre lui. Ça allait apaiser la situation. Ouais. Mais peut-être moi je me dis, ce n'est pas parce que c'est un compte rendu que l'on veut établir, c'est un règlement de compte que l'on veut établir contre Charles Wright, le ministre lui-même, et parce que c'est un proche de lui qui a commis ces bavures-là. Un procureur par intérim un procureur près le TPI de procureur quand même. On parle d'un procureur à là. On parle d'un procureur, pas d'un citoyen, pas d'un citoyen, pas n'importe qui. C'est un homme de droit. C'est un homme de droit, c'est un faiseur de loi. C'est un décideur en tout cas dans les tribunaux là. On comprend. Il s'est laissé emporter. Il s'est laissé emporter, mais pourquoi? Alors s'il y en a eu, s'il y a eu des cas comme ça, il fallait une décision urgente de la part du haut responsable même du département en charge de la justice
pour au moins dire que nous condamnons cet état de fait. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu de déclaration même de la part du ministre pour dire que exactement ce qui s'est passé à Koya, nous le regrettons, et puis pour dire qu'on prend une décision contre, et pour faire ceci, pour faire cela. Vous l'avez vous-même souligné tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu de sanctions, ni rien. Ne serait-ce que des sanctions pour une semaine, 2 semaines, en tout cas une sanction moratoire, ça allait apaiser la tension. Mais si, par exemple, les avocats sont fâchés, et d'ailleurs, moi je vous signale qu'on n'est pas obligé d'accepter le pardon. Yaya, tu me fais du mal aujourd'hui, tu me demandes pardon, une excuse publique, c'est peut-être, tu peux le faire en bonne et due forme, mais je ne suis pas obligé. Si je me sens lésé dans mon droit, j'ai le droit de porter plainte contre vous en dépit de votre demande d'excuses. C'est pas obligatoire. Alors, il faut pas... Mais la logique voudrait qu'en partie que cette excuse soit acceptée. Que ça soit accepté. Mais si... Parce que les véritables... S'il a dépassé les bornes et qu'il n'y a pas eu d'action forte de la part du ministre Charles même, et que l'on sache que exactement il y a un approchement entre ce dernier et le ministre, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner la force à la loi. Évidemment, force reste à la loi. À la loi, nul est au-dessus de la loi. C'est pas parce qu'il a présenté des excuses publiques, on en a traité même sur Siam, il y a eu des excuses, mais est-ce que c'est suffisant? Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que de toute façon, ce qui est commis, c'est regrettable, nous condamnons tous. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cet avocat-là aussi devrait, au-delà des sarc-boutés dans des gingires publics, des attaques ou des diffamations pendant les audiences, je crois qu'il devrait quand même s'armer d'arguments. Et je crois que c'est en conformité avec la maîtrise de certains codes de procédure pénale, des codes pénals et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, c'est un avocat qui était en perdition. Non, mais quelle qu'en soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, non, mais c'est important de comprendre cela. C'est un avocat qui n'avait pas d'argument et qui s'est attaqué à un procureur. Je crois que là, c'est condamnable. Même si finalement l'acte que le procureur a commis a submergé tout cela. Mais j'estime encore une fois, aujourd'hui, les véritables victimes dans toute cette affaire-là, dans cette confrontation par procuration, parce que s'il n'y a pas de l'autre côté une condamnation ou une suspension de ce procureur, c'est parce que ça atteste la thèse selon laquelle c'est un très proche du président, donc exempté de toutes sortes du ministre. Du ministre. Mais écoutez, c'est exempté de toutes sortes de suspensions. De l'autre côté aussi, les avocats s'arc-boutent sur leur position pour dire mais on verra très bien, on va aller en grève, on va intenter des actions judiciaires ou pénales contre le procureur. Et bien, les véritables victimes, c'est les citoyens qui seront privés. Non, mais Yaya, ce que je veux dire, ce qui est arrivé à ce monsieur, c'est dur à supporter. Il faut pas établir une règle pour dire que c'est parce que c'est un proche de Charles. Donc, il faut pas mettre Charles au centre de ça. Non, je suis pas d'accord. Il faut pas mettre Charles au centre de ça parce que son proche a fauté. Le monsieur a fauté. Ce qui est arrivé à cet avocat, même si, mettez-vous à sa place, si c'était vous, on ne peut pas dire que c'est parce que c'est un proche de Charles qu'on refuse d'accepter l'excuse publique. Est-ce que vous savez que ce même avocat avait pris une chaise pour en finir avec ce procureur-là? Il a fallu que les gens et les autres interviennent pour ne pas qu'il arrive. C'est parce qu'il a été agressé. Mais c'est parce qu'il a insulté. Il a insulté entre guillemets. Mettons ça entre guillemets. Voilà. Mettons ça entre guillemets. N'oubliez pas que c'était au cours d'un procès. Il ne peut pas. Je ne suis pas d'accord. Je n'étais pas là. Mais je ne suis pas d'accord qu'il a insulté. Et suspendu l'audience au retour, disons, dans la salle d'audience. C'est l'avocat qui s'est buté violemment au procureur et ce qui a déclenché tout cela. Donc c'est une provocation de facto. Quelle qu'en soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il n'est pas un exemple. Quelle qu'en soit la goutte d'eau, Abdallah, qui a fait déborder le vase, j'insiste là-dessus, le procureur n'avait pas droit de porter main à un avocat. Et si on est arrivé là, l'avocat peut pardonner tout comme ne pas pardonner. S'il a rejeté l'excuse publique, ne trouvons pas d'alibi pour dire que parce que c'est un proche de Charles ou on veut la tête de Charles. Non, c'est loin de tout ça. C'est que le gars a commis, le procureur par intérim a commis comme l'irréparable, parlons de cela. Et si la loi doit le sanctionner, mais que la loi le sanctionne, il n'est pas au-dessus de la loi. Et si son excuse ou ses excuses publiques ne sont pas acceptées, mais tant pis. Oui, bien. Allez, rapidement, Djenab Diallo, pour terminer sur ce sujet ou pour en terminer. Vous vous rappelez bien, moi, la dernière fois, je disais que
Charles White prenait des décisions souvent hâtives et que sa réticence face à ce problème-là peut-être devait être à partir de là, certainement qu'il est en train un peu de comprendre qu'il doit agir en ministre responsable, de ne pas aller à la va-vite et tout. Mais à écouter tout de suite Yaya, on s'en rend compte qu'il y avait des éléments qui nous échappaient dans ce dossier, justement. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce problème vient de cette mauvaise collaboration qu'a avec le ministre Charles White et ses collègues avocats et magistrats. Je pense qu'il faut vraiment revenir à la raison. Quand on écoute Yaya, c'est comme si les deux, le procureur et l'avocat, se regardaient à chien de faïence, que le contact ne passait pas très bien et qu'à partir de ce procès-là, chacun essayait vraiment d'envoyer des pics ou bien d'en découdre avec l'autre. L'avocat est allé... C'était dans l'animosité totale. Oui, justement, il est allé avec des propos qui pouvaient vraiment mettre hors de lui, du procureur. Il l'a amené à agir. Je pense qu'ils doivent travailler avec beaucoup d'humilité parce que l'avocat, quand même, c'est ça. Moi, j'ai eu à couvrir des procès, là où je vois des avocats se confronter en audience et tout, des procureurs avec des avocats. Mais à la sortie, à mon fort étonnement, je les vois se tapoter, rire, partager même des plats. Mais je me suis dit que ce métier, il est beau. Quand c'est comme ça, je comprends que chacun est en train de défendre son client sur la base des arguments et tout. Mais ce qui est arrivé, c'est vraiment dommage. Et la sanction qui a été faite, je pense que c'est toute la Guinée qui est sanctionnée à travers aujourd'hui le procureur. Ouais. Quand on sait que 2 semaines sans audience, qu'est-ce que ça peut faire à tous ces gens qui attendent d'être jugés impatiemment en plus. Voilà, qui ont des dossiers qui pendent devant la justice. Je pense qu'ils sont allés aussi trop loin. Ils pouvaient aller avec 7 jours peut-être, juste parce que j'ai entendu des avocats dire que c'est une façon un peu de ramener le respect vers leur corporation. Vous pouvez le comprendre. Mais je pense que le ministre de la Justice a vraiment du travail à faire pour rapprocher les positions. C'est très très important. Donc c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à ce dossier qui oppose le procureur par intérim du TPI de Koya et un avocat du barreau de Guinée ou du conseil de l'ordre des avocats. Merci à Gallo pour cette enquête et merci pour tout. Merci. La semaine, c'est demain, nous terminons avec cette émission. Demain, c'est vendredi de développement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une crise qui s'annonce au sein du SLEG. Je crois que la semaine prochaine, on va essayer de... Ou demain même, pourquoi pas. Demain. Je parle, c'est un dossier qui est ouvert. Ah oui, ok. Il y a beaucoup de choses qui se disent, oui, effectivement. Évidemment. Donc, nous essaierons de développer tout ça la semaine prochaine. Pourquoi pas, jeudi prochain, avec d'autres enquêtes que vous aurez dans cette émission, Le Scanner. Djenab Diallo, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. L'autre chroniqueur, Yamoussa Cheikh Kamara, merci. Merci Abdallah. Merci à la direction technique, l'équipe technique du jour, pardon. J'allais dire dirigée par Oumar Diallo Idiba. À la radio, nous a accompagné les mains magiques de Mamadou Diallo, accompagné de Kandé Sankom. À la régie télé, il y avait notre Robert à nous, Robert Kourouma, Hassan Sou, Vabakou Ivogi, Melika Sitaouteik et Salif Bangoura, infographie, Traoré, Ibrahim, la production, Alpha Taïboussila et le disponible, l'infatigable à la réalisation Michel Wamouno. On se reprend demain, même fréquence pour vendredi de développement. Surtout, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média.